Le jour de Noël 2016 a marqué la fin d'une époque, alors que les dernières 24 heures de George Michael se sont déroulées dans une solitude silencieuse, chez lui à Goring-on-Thames. Tandis que le monde célébrait, il s'est éteint paisiblement, laissant derrière lui des questions sans réponse et un héritage de générosité et de musique qui allait bientôt inonder à nouveau les classements. Découvert par son compagnon Fadi Fawaz, sa disparition a transformé un jour de joie en un jour de chagrin pour des millions de personnes. Que s'est-il réellement passé lors de ces dernières heures qui ont bouleversé le monde et laissé les fans en quête de réponses? Voici l'histoire émouvante de son dernier jour. Le dernier Noël. Aux premières heures du jour de Noël 2016, George Michael a été retrouvé mort dans son lit à son domicile de Goring-on-Thames, dans l'Oxfordshire, à l'âge de 53 ans. Celui qui a fait cette découverte déchirante était son compagnon, Fadi Fawaz, avec qui l'icône de la pop partageait sa vie depuis 2012. Fawaz a raconté plus tard cette expérience traumatisante sur les réseaux sociaux. C'est un Noël que je n'oublierai jamais. Découvrir son partenaire mort paisiblement dans son lit dès le matin. Tu me manqueras pour toujours. Selon les rapports, Fawaz a tenté de réveiller Michael pendant 1 heure avant d'appeler les secours, le décrivant comme froid et bleu, réalisant avec une angoisse grandissante que George était parti. La police a initialement qualifié le décès d'inexpliqué mais non suspect, et une première autopsie s'est révélée non concluante, ce qui n'a fait qu'accentuer le choc et la confusion des fans et de la famille en deuil. L'incertitude entourant la cause du décès de George Michael a conduit à des semaines de spéculation et de tristesse. La police de Thames Valley, en coordination avec le bureau du coroner de l'Oxfordshire, a mené des examens médicaux supplémentaires pour déterminer la cause exacte. En mars 2017, après plus de 2 mois d'enquête approfondie, le coroner a annoncé que Michael était décédé de cause naturelle. Les conditions spécifiques évoquées étaient une cardiomyopathie dilatée avec myocardite et une stéatose hépatique. La cardiomyopathie dilatée est une maladie grave du cœur dans laquelle la capacité du cœur à pomper le sang est diminuée parce que la principale chambre de pompage est élargie et affaiblie, tandis que la myocardite désigne une inflammation du muscle cardiaque, souvent causée par des infections virales. La stéatose hépatique identifiée lors de l'autopsie de Michael est une maladie généralement liée à la consommation d'alcool ou à l'obésité, mais qui peut également survenir chez des personnes ne buvant pas de manière excessive. Ces problèmes de santé combinés ont provoqué la mort prématurée de l'un des artistes musicaux les plus aimés du Royaume-Uni. En raison du retard dans la confirmation des causes du décès, les funérailles de Michael ont été reportées au 29 mars 2017. La cérémonie privée s'est tenue en présence des amis proches et de la famille, et la star de la pop a été inhumée au cimetière de Highgate, dans le nord de Londres. Sa dernière demeure a été choisie pour être aux côtés de la tombe de sa mère adorée, reflétant le lien profond qui les unissait dans la vie comme dans la mort. Dans un parallèle émouvant, la sœur de George, Mélanie, décédée 3 ans plus tard jour pour jour, a été enterrée de l'autre côté de la tombe de leur mère, formant un cercle familial poignant dans le cimetière. La famille, par l'intermédiaire de son porte-parole, a demandé le respect de sa vie privée pendant cette période douloureuse et s'est abstenue de tout autre commentaire public, si ce n'est pour exprimer sa profonde perte. C'est avec une grande tristesse que nous confirmons que notre fils, frère et ami bien-aimé George est décédé paisiblement à son domicile pendant la période de Noël. La perte de George Michael a provoqué une onde de choc dans le monde de la musique et au-delà. Les hommages ont afflué de la part d'artistes et de fans. Elton John a écrit « J'ai perdu un ami bien-aimé, l'âme la plus gentille, la plus généreuse et un artiste brillant. » Ricky Gervais a partagé son incrédulité en tweetant « Je n'arrive pas à y croire. Repose en paix, George Michael. » Le public britannique, dévasté par la perte d'un trésor national, a déposé des fleurs, des bougies et des messages manuscrits devant les maisons de Michael à Goring et à Londres.
La musique de Michael est remontée dans les classements après sa mort, son album de compilation Ladies and Gentlemen, réintégrant le top 10 britannique pour la première fois en 17 ans, et Last Christmas revenant dans le top 10 des singles pour la première fois en plus de 3 décennies. Son héritage, à la fois musical et humanitaire, a été célébré dans le monde entier. Pourquoi y a-t-il eu des spéculations autour de sa mort? À la suite de la mort soudaine de George Michael le jour de Noël 2016, ce qui aurait dû être un moment de deuil et de célébration de sa vie remarquable s'est transformé, pour beaucoup, en un tourbillon de confusion, de rumeurs et de sombres théories. L'une des principales sources de doute dans l'opinion publique venait de l'histoire bien documentée de Michael avec les drogues. Les fans et les médias ont rapidement évoqué des incidents antérieurs de sa vie comme des indices que sa mort n'était peut-être pas aussi simple qu'elle en avait l'air. Michael lui-même avait parlé ouvertement de ses combats contre la toxicomanie. Dans une interview franche accordée en 2009 au Guardian, il avait admis avoir consommé du crack à quelques reprises, bien qu'il ait insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une habitude régulière. « Je l'ai fait à quelques occasions et j'ai arrêté », avait-il déclaré. Néanmoins, il avait reconnu à l'époque qu'il fumait encore jusqu'à 7 joints de marijuana par jour. À cela s'ajoutaient dans les propos d'Andros Georgiou, un ami d'enfance de Michael, longtemps proche du chanteur, mais dont la relation avec lui s'est étendue au fil des années. Georgiou avait accordé des interviews affirmant que Michael avait replongé dans la consommation de drogues dures dans la période précédant sa mort. Selon Georgiou, Michael avait laissé revenir les drogues dures dans sa vie, et il spéculait que la mort de la star était le résultat tragique d'un mélange de substances. Je crois qu'il a accidentellement pris trop de quelque chose, combiné avec les antidépresseurs et les autres médicaments qu'il prenait, avec de l'alcool, avait-il confié aux médias. Ces mots ont résonné chez ceux qui peinaient à accepter qu'une mort aussi soudaine à un âge relativement jeune puisse s'expliquer uniquement par des causes naturelles. Il y eut aussi des soupçons qui se portèrent sur Fadi Fawaz, le compagnon de Michael au moment de sa mort. Bien que la police de Thames Valley ait rapidement déclaré qu'aucune circonstance suspecte n'entourait le décès de Michael, des rumeurs ont commencé à circuler sur le rôle de Fawaz cette nuit-là. Ce dernier est devenu la cible de titres de tabloïds féroces et de la haine en ligne. Certains critiques se sont demandé pourquoi il aurait apparemment passé la nuit dans sa voiture plutôt qu'à l'intérieur de la maison avec Michael. D'autres se sont accrochés à des tweets étranges et troublants apparus sur le compte Twitter de Fawaz dans les jours suivant la mort de Michael, notamment des affirmations selon lesquelles Michael aurait longtemps souhaité mourir et aurait fait plusieurs tentatives de suicide. Ces tweets ont provoqué un tollé immédiat, beaucoup les prenant comme la confirmation des pires hypothèses. Mais Fawaz a ensuite assuré que son compte avait été piraté et qu'il n'avait pas écrit ces messages. Il a décrit l'expérience d'être présenté comme le méchant de cette tragédie comme dure, choquante et bouleversante, répétant sans cesse qu'il était innocent face aux soupçons publics. La théorie du suicide a pris sa propre vie. Le passé de Michael marqué par la dépression, son chagrin après la perte de son premier amour Anselmo Feleppa et le décès de sa mère étaient bien connus du public. Dans George Michael, Freedom, le documentaire qu'il préparait avant sa mort, Michael s'exprimait avec émotion sur la peur constante qu'il avait hantée pendant ces périodes sombres. Ses aveux, combinés aux tweets suspects depuis le compte de Fawaz, ont convaincu certains fans et commentateurs que Michael avait pu mettre fin à ses jours. L'absence de détails concrets sur sa dernière nuit n'a fait qu'alimenter ses croyances. Fawaz a admis qu'il n'avait pas vu Michael la veille de Noël, affirmant s'être endormi dans sa voiture et n'avoir découvert le corps de Michael que le lendemain matin. Pour beaucoup, ce détail étrange appelait des explications supplémentaires. Tandis que le monde spéculait, la famille de Michael a choisi de ne pas se mêler aux théories. Dans leurs déclarations officielles, ils ont clairement indiqué qu'ils ne souhaitaient pas donner de crédit aux rumeurs par des commentaires. La famille demande aux médias et au public de respecter leur vie privée
et de ne pas commenter de telles spéculations, présentes ou futures. Leur silence fut à la fois un bouclier et une source de frustration pour ceux avides de réponses. Pour certains, cela laissait trop de place à l'imagination et aux théories du complot. Même le retard dans la publication des causes officielles du décès a contribué à entretenir l'aura de mystère. Les semaines se sont transformées en mois au fil des analyses toxicologiques et des examens complémentaires. En l'absence de réponses rapides et claires, l'imagination a comblé le vide. Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps pour déterminer la cause si le décès était naturel? Que cherchaient les autorités à découvrir? Ou, pour les esprits les plus suspicieux, à dissimuler? La face sombre de la célébrité. Tout au long de sa carrière étincelante mais tourmentée, la vie de George Michael a été marquée non seulement par des réalisations musicales extraordinaires, mais aussi par une série de scandales qui ont à la fois captivé et divisé l'opinion publique. L'icône de la pop britannique, qui a vendu plus de 100 millions de disques et a été saluée par la critique dans le monde entier, était également connu pour une vie personnelle jalonnée de problèmes judiciaires, de lutte contre la dépendance et de controverses liées à sa sexualité. Les difficultés de Michael avec sa sexualité comptaient parmi les premières et les plus profondes sources de conflits intérieurs et de scandales publics. Né dans une famille ouvrière de Londres, Michael a grandi en luttant avec des sentiments qu'il ne pouvait exprimer facilement. Dans des interviews, il a révélé plus tard que ses premiers fantasmes concernaient des femmes, ce qui l'avait conduit à croire qu'il était destiné à l'hétérosexualité. Cependant, à la puberté, ses attirances se sont tournées vers les hommes. Une prise de conscience qui l'a troublé et laissé en conflit avec lui-même pendant des années. À 19 ans, Michael s'est confié à Andrew Ridgeley, son partenaire de Wham, ainsi qu'à une de ses sœurs à propos de sa bisexualité. Pourtant, il s'est abstenu d'en parler à ses parents, principalement par crainte de la réaction de sa mère. Ce n'est que lorsqu'il est tombé amoureux d'un homme que Michael a pleinement accepté son identité homosexuelle, décrivant ce tournant émotionnel dans des entretiens sincères avec The Advocate et Parkinson. Sa relation avec Anselmo Felipa, un designer brésilien qu'il a rencontré en 1991, lui a apporté un amour profond, mais aussi un immense chagrin lorsque Felipa est décédé des suites de complications liées au sida. Cette perte a plongé Michael dans des années de deuil et de dépression, inspirant des œuvres profondément personnelles comme Jesus to a Child. Le scandale public le plus retentissant concernant la sexualité de Michael a éclaté en 1998, lorsqu'il a été arrêté pour un acte indécent dans des toilettes publiques à Beverly Hills. L'arrestation, dans le cadre d'une opération d'infiltration, a fait la une des journaux du monde entier et a forcé Michael à reconnaître publiquement son homosexualité. Plutôt que de se retirer dans la honte, Michael a réagi avec une défiance caractéristique en sortant le single Outside, accompagné d'un clip satirique se moquant de l'incident et de la police impliquée. Bien que certains critiques aient trouvé la vidéo provocante, ce fut un succès commercial et un tournant où Michael reprit le contrôle de son récit, refusant de laisser le scandale le définir. Cependant, l'arrestation et d'autres incidents, comme sa découverte à Hampstead Heath à Londres en 2006 lors d'un présumé acte sexuel en public, ont maintenu sa vie privée à la une des tabloïds et ont alimenté des débats persistants sur la vie privée, la décence et les doubles standards appliqués aux hommes homosexuels sous les projecteurs. Les problèmes judiciaires de Michael ne se limitaient pas à ces scandales sexuels, mais comprenaient aussi une série d'incidents liés à la drogue qui ont encore terni sa réputation. En 2006, il a été retrouvé affalé au volant de sa voiture et a été averti pour possession de cannabis. Les années suivantes ont vu un schéma d'arrestation. En 2008 pour possession de drogue de classe A et C dans des toilettes publiques, et en 2010 pour avoir percuté la vitrine d'un magasin du nord de Londres alors qu'il était sous l'influence du cannabis et de médicaments sur ordonnance. L'incident de 2010 a conduit à une peine de 8 semaines de prison, une interdiction de conduire de 5 ans et une amende.
Michael a admis ouvertement que son comportement était lié à des luttes profondes contre la dépression et la dépendance. Après avoir purgé sa peine, il a parlé de sa détermination à changer, suivant des séances de conseil et des programmes de désintoxication, bien que sa bataille contre la dépendance ait continué de manière intermittente jusqu'à la fin de sa vie. Derrière ces scandales se cachait la lutte constante de Michael avec sa santé mentale, exacerbée par des pertes personnelles et les pressions de la célébrité. Les décès de Felipa et de sa mère à quelques années d'intervalle l'avaient dévasté, et Michael a souvent évoqué la manière dont le deuil et l'isolement nourrissaient ses tendances autodestructrices. Il a décrit ces années comme une période de dépression insupportable, au cours de laquelle il se sentait maudit et ciblé par le destin. Sa consommation de drogue, expliquait-il, était en partie une tentative d'atténuer la douleur. Dans des moments de douloureuse honnêteté, Michael a reconnu que son comportement à risque, y compris ses escapades publiques et sa consommation de substances, était une forme de rébellion, un moyen de rechercher du lien et de défier les normes sociales qui jugeaient et marginalisaient encore les hommes homosexuels. Ses relations amoureuses, elles aussi, étaient souvent l'objet de fascinations publiques et parfois d'incompréhension. Le partenariat de longue date de Michael avec Kenny Goss a duré plus d'une décennie. Bien que le couple ait traversé ses propres difficultés, se séparant discrètement avant la tournée Symphonica en 2011. Les dernières années de la vie de Michael ont été marquées par une santé déclinante, notamment une pneumonie presque fatale en 2011 qui a nécessité une trachéotomie et l'a laissé temporairement dans le coma. En 2013, il a subi une blessure à la tête après être tombé d'une voiture en marche. Malgré ses revers, Michael a continué à travailler sur sa musique et est même entré en cure de désintoxication en 2015, déterminé à surmonter ses dépendances. Sa mort a été une fin tragique pour une vie vécue sous l'éclat de la célébrité et l'ombre des démons intérieurs. Une vie de générosité. Malgré les gros titres sensationnalistes qui ont souvent éclipsé sa vie privée, la véritable essence de l'héritage de George Michael ne réside pas dans les scandales, mais dans la générosité discrète et inébranlable qui n'a été pleinement révélée qu'après sa disparition. L'un de ses premiers engagements publics en faveur de la charité remonte à 1984, lorsqu'il a rejoint d'autres grandes stars de la pop britannique et irlandaise pour former Band Aid. En prêtant sa voix au désormais emblématique single Do They Know It's Christmas, créé pour récolter des fonds pour lutter contre la famine en Éthiopie, Michael a contribué à faire de cette chanson le single le plus vendu de l'histoire du Royaume-Uni à l'époque. Fait remarquable, son propre tube de Noël avec Wham, Last Christmas, est resté à la 2e place des classements derrière ce titre caritatif, et Michael est allé encore plus loin en reversant tous les droits d'auteur de Last Christmas à la cause de Band Aid. Sa générosité ne s'est pas arrêtée là. Il est apparu aux côtés d'Elton John lors du légendaire concert Live Aid en 1985, aidant à collecter des millions supplémentaires pour les secours humanitaires. Tout au long des années 1980 et 1990, la philanthropie de Michael s'est étendue bien au-delà des crises mondiales. Il a soutenu de manière constante des initiatives locales et nationales, parfois sous les projecteurs, mais le plus souvent dans la plus grande discrétion. En 1986, il a participé au concert caritatif du Prince's Trust à Wembley Arena, et en 1988, il a chanté lors du concert Hommage aux 70 ans de Nelson Mandela à Londres, contribuant à sensibiliser le public à l'apartheid et aux droits de l'homme. Son engagement en faveur des droits LGBTQ+, et de la lutte contre le VIH-Sida était personnel et passionné. Les recettes de son duo de 1991 avec Elton John, Don't Let the Sun Go Down on Me, ont été distribuées à 10 associations caritatives différentes soutenant les enfants, l'éducation et la recherche sur le sida.
Michael a également travaillé en étroite collaboration avec la Elton John AIDS Foundation et a contribué au projet Red Hot Plus Dance, un album caritatif au profit des causes liées au VIH-Sida, en offrant des titres originaux et en aidant à mobiliser d'autres grands artistes pour l'initiative. Mais ce qui a vraiment défini l'action caritative de George Michael, c'est son caractère discret, souvent invisible. Après sa mort, de nombreuses organisations et personnes ont révélé l'ampleur de sa générosité privée. Childline, la ligne d'assistance britannique pour les enfants, a révélé que Michael leur avait donné des millions au fil des ans, finançant des services essentiels pour les jeunes vulnérables. De même, la Terence Higgins Trust, Macmillan Cancer Support et d'autres associations ont partagé des témoignages sur ces dons substantiels et réguliers, jamais annoncés publiquement. Michael ne se contentait pas de donner de l'argent. Il apportait un soutien direct et personnel à ceux dans le besoin. Un jour, ému par l'histoire d'une candidate dans l'émission Deal or No Deal, il a contacté les producteurs pour financer anonymement son traitement de FIV. Lorsqu'une autre femme a évoqué ses difficultés à concevoir dans This Morning, Michael a payé son traitement, lui a envoyé des fleurs après une fausse couche et a célébré discrètement la naissance de son bébé en bonne santé. La bonté de Michael se manifestait aussi par des actes spontanés. Une étudiante infirmière qui travaillait comme serveuse a un jour reçu un pourboire de 5000 livres de sa part pour l'aider à rembourser ses dettes. Pendant plus de 10 ans, il a financé anonymement le sapin de Noël et les illuminations annuelles de Highgate, son quartier du nord de Londres, ainsi que la populaire Fair in the Square. Les habitants n'ont découvert sa générosité qu'après sa mort, apprenant que cet homme qu'ils connaissaient comme un simple voisin était en réalité le bienfaiteur principal de ces événements, année après année. Il a également été un fidèle soutien de Swan Lifeline, une association de protection des cygnes qui l'a aidé après avoir découvert que ces oiseaux vivaient sur la rivière derrière sa maison. Sans chercher la reconnaissance, il s'était engagé à protéger la faune qui partageait son environnement. Même ses apparitions dans des jeux télévisés devenaient des occasions de générosité. En 2003, Michael s'est associé à Ronan Keating dans la version britannique de Who Wants to be a Millionaire pour collecter des fonds au profit d'associations. Bien qu'il soit reparti avec 32 000 livres, la participation de Michael reflétait son désir de mettre chaque tribune, même ludique, au service des autres. La même année, il a joint ses forces à celles d'autres célébrités pour aider la Rainbow Trust Children's Charity dans sa campagne visant à récolter 20 millions de livres pour des enfants en phase terminale. Ces mots à l'époque reflétaient son empathie et sa compréhension de la perte. La perte est une chose incroyablement difficile. Je salue ceux qui doivent faire face à la perte d'un enfant. L'engagement caritatif de George Michael était intimement lié à sa musique, à sa célébrité et à son humanité. Même lorsqu'il était accablé par des ennuis judiciaires, des problèmes de santé ou une couverture médiatique incessante, son esprit généreux ne s'est jamais éteint. Il a donné des concerts gratuits pour les infirmières du NHS, financé des campagnes contre la pauvreté, soutenu des initiatives éducatives et défendu les causes des droits de l'homme. Son single Shoot the Dog, en 2000, critiquait les dirigeants politiques et leur rôle dans la guerre en Irak, montrant que son activisme ne se limitait pas aux dons, mais s'étendait aussi à la prise de parole sur des questions de conscience. Ses proches, comme Elton John et Andrew Ridgeley, ont souligné à maintes reprises cet aspect de sa vie dans leurs hommages. Lors d'un concert hommage en 2017, Elton John déclara « C'était l'homme le plus gentil, le plus généreux, et il le faisait sans jamais rechercher la publicité. Il me manquera énormément pour sa musique, mais, plus que tout, pour son humanité. » Ridgeley, évoquant leur amitié et leur parcours commun, déclara lors de son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en 2023 « Il serait très fier et il mérite sa place là-bas. Il était une supernova dans une constellation de lumières et d'étoiles brillantes et probablement la plus belle voix et le meilleur auteur-compositeur de sa génération. Il n'y en a pas beaucoup qui lui arrivaient à la cheville.
Ces derniers instants furent soudains et silencieux, en contraste frappant avec la vie tumultueuse et médiatisée qu'il avait menée pendant des décennies. Alors que nous réfléchissons aux dernières heures de cette légende de la musique, une question demeure. Pensez-vous que son décès ait réellement été dû à des causes naturelles, ou aurait-il choisi de trouver enfin la paix? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour d'autres hommages émouvants et vérités méconnues.